Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Kael et Psycho. On va aborder la question des styles de jeu dans koh Lanta par l'analyse des personnalités et décrire des zones de vigilance de chaque style. Pour décrire les styles de jeu, on va utiliser l'énéagramme, un modèle qui permet de décrire les égos des individus. Dans ma vidéo qui s'intitulait « Comment être un bon candidat dans koh Lanta », on a vu qu'avoir un ego pas trop fort était une nécessité pour être un bon candidat. Quand l'ego est trop fort, on appelle ça la désintégration. Cela va nous pousser à abuser de la solution qui nous semble être la bonne. Et la conséquence sera la manifestation des aspects négatifs de notre personnalité, de notre énéatype. Notre solution se transforme en source de problèmes. Et la désintégration, elle va avoir un impact sur les catégories sociales et stratégie. On va donc avoir deux axes, deux zones de vigilance pour chaque énéatype. J'ai essayé de donner des noms à ces zones de vigilance de la même manière que l'énéagramme a donné des noms aux sous-types quand les instincts sont blessés. Ici, j'ai fait pareil. Quand on mélange les caractéristiques de l'ego avec le jeu, on peut visualiser les potentiels défauts de chaque type. En fait, pour le dire plus simplement, à cause de leur ego, chaque type deviendra mauvais socialement et stratégiquement, mais d'une manière différente à chaque fois. Alors voici le tableau complet avec tous les noms. On va bien sûr prendre les types un par un pour détailler la préoccupation de chaque type. On commence par le type 1. Alors, le 1 qui va avoir un style de jeu actif et perfectionniste. Donc à chaque fois, l'idée, ce sera de se demander, avec son approche du jeu, avec ses filtres égotiques, quels peuvent être les défauts du type en question sur les plans social et stratégiques. Eh bien, le principal défaut du 1 socialement parlant, ce serait ce que j'ai appelé la fermeté. Il veut apporter son sens du détail, sa capacité de travail, mais il en devient trop critique, trop tatillon. Donc c'est gênant parce que ça peut être source de rejet sur le camp et dans la vie sociale de la tribu. Quelqu'un qui nous dicte la leçon, qui a la critique facile, ça donne pas forcément quelqu'un d'agréable à vivre. Ensuite, stratégiquement, sa zone de vigilance, ce serait l'idéalisme. Le 1 veut trop bien faire, il veut faire le plan parfait, la stratégie parfaite, et à être trop ambitieux, il va se heurter à la difficulté du terrain. Le problème, et même j'ai envie de dire le vrai problème, parce que être idéaliste, c'est pas négatif si ça reste uniquement dans la tête pour comprendre le jeu. Le problème, c'est que le 1 est un instinctif, donc il va passer à l'action. Il va tenter de rendre réel son idéal, son ambition stratégique. Et là, il s'écarte d'un des points clés d'une bonne stratégie, qui est que bien souvent, elle doit être simple pour être efficace. Si ça manque de pragmatisme, eh bien attention au retour de bâton. On va se prendre des exemples. Alors socialement, on se souvient de Yacine dans la saison 17. Il se prenait la tête, notamment avec Clémentine, trop exigeant sur le confort du camp. Sandro disait que faire une activité avec lui, c'était comme être avec une porte de prison. On ne discute pas, on fait le taf en silence. Stratégiquement, on peut prendre l'exemple de Cédric de la saison 14. Il a cherché le bénéfice maximal aux ambassadeurs de la saison 14. Je crois qu'à son retour en 2018, il dira que c'était une stratégie parfaite. Moi, perso, je dirais que c'était peut-être une stratégie trop parfaite. Il s'est attiré les foudres des autres derrière et il est sorti rapidement. L'énéatype 2. Alors le 2 qui est un émotionnel tourné vers l'extérieur va avoir un style de jeu qu'on pourrait qualifier d'affectif, basé sur le lien, sur la relation créée avec les autres. Mais pour le 2 aussi, trop d'ego va créer une difficulté sociale, comme pour tous les autres énéatypes. Plus d'orgueil, de flatterie et de dédain, ça va nuire sur son social. Il apparaîtra comme hautain, comme condescendant, à force de vouloir tout le temps aider les autres, même quand ils n'en ont pas besoin, quand ils n'en ont pas fait la demande.
Cette envie de faire les choses à la place des autres, ça rend le 2 possessif et étouffant pour les autres. Et en retour, lui voudrait la prise en charge de ses besoins. Donc voilà, le point de vigilance, c'est la condescendance. Cette attitude de supériorité matérialisée dans l'aide apportée aux autres. L'autre problème causé par la désintégration chez le 2, qui a aussi un impact social, mais de toute façon dans koh les 2 compartiments du jeu travaillent main dans la main. Tous les défauts stratégiques cités, que je vais citer, déteignent sur le social, puisque la volonté stratégique est associée à un vice dans l'imaginaire collectif. Bon, en ce qui concerne le 2, c'est la manipulation. Le 2 est le champion de la manipulation émotionnelle. L'ego du 2, c'est un ego qui aime et qui donne pour recevoir en retour. Il attend consciemment ou non d'ailleurs que ceux qu'il a aidés lui rendent l'appareil en s'occupant de ses besoins. Lui, il se refuse de le faire directement, il est focalisé sur les autres et après, il espère du coup avoir des traitements de faveur. Donc ça, c'est l'orgueil. Et plus l'ego est fort, plus l'orgueil est perceptible. Le 2, il manipule pour que l'autre accepte ou demande de l'aide, du coup. En tout cas, par son attitude aimante et aidante, il fait croire aux autres qu'ils ont besoin de lui. Et stratégiquement parlant, on devrait retrouver la même chose de manière plus consciente, je pense, puisque le secteur du jeu l'y oblige. Ainsi, pour satisfaire ses besoins stratégiques, le 2 va devoir manipuler. En gros, résumé en une phrase, ça pourrait donner ça. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, n'oubliez pas de m'inclure dans vos stratégies. Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas vous séparer de moi, vous avez besoin de moi. Alors comprenez bien que c'est une manipulation émotionnelle. Il manipule en aidant l'autre. Il va plus être dans l'influence du rapport social et du contexte de ses requêtes que d'influencer directement l'autre. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la manipulation, c'est surtout les techniques de toucher et d'étiquetage qui seront massivement utilisées par les 2. Une partie de la fixation du 2, ça s'appelle même la flatterie, ce qui est le principe même sur lequel repose la technique de l'étiquetage. Un exemple de 2 qui n'avait pas été très bon socialement, c'est Romain de la saison 15. Il a pris les commandements et à un conseil, le reste de sa tribu disait qu'il avait le sentiment que si c'est pas lui qui faisait les choses, c'était mal fait. Il voulait trop aider les autres, Romain, trop d'orgueil, trop condescendant. Il y avait quelques reproches de la même nature aussi dans une autre saison envers Cassandre dans le combat des héros, ce qui avait conduit à son élimination, sans qu'elle le sache d'ailleurs. Et stratégiquement parlant, il n'y a pas trop eu dans l'histoire de koh d'énéatype 2 à la fois stratégique et désintégré. Pour comprendre l'idée de sa zone de vigilance, on peut prendre l'exemple de Jean-Luc de la saison 1. En fait, il aide les autres et il manipule en essayant de faire comprendre qu'il est presque indispensable pour les autres par rapport à ce qu'il leur apporte. Et c'est comme ça qu'il espère rester dans le jeu. Par exemple, dans le Retour des héros, c'était à l'épisode 1, il tente d'expliquer à Romuald pourquoi il faut le garder en insistant sur son importance, orgueil oblige. Il dit que derrière, s'il part, les 3 filles resteront ensemble et que donc l'intérêt des garçons n'est pas de l'éliminer. Et voilà pour le 2. On passe maintenant à l'énéatype 3 qui va avoir un style de jeu que j'ai appelé charmeur et entreprenant. Si le 3 est emporté par son ego, il percevra l'échec trop facilement et voudra une aventure remplie de plein de petits succès dans tout ce qu'il entreprend. Et il entreprendra beaucoup de choses du coup. Alors avec ce que je viens de dire, on va commencer par la stratégie pour une fois. Sa zone de vigilance stratégique s'appelle la précipitation. C'est-à-dire que vouloir des succès trop rapidement va orienter l'énergie et l'esprit vers des succès à l'intérieur du jeu, vers le court terme. Et ça pénalise la vraie victoire qui est celle du jeu, le fait de gagner koh. J'ai pas mal hésité aussi avec le terme hypocrisie,
qui décrit un autre aspect négatif du 3 désintégré, qui peut s'embourber dans des mensonges pour mettre en place des stratégies. Il peut feinter aussi dans ses relations sociales en faisant croire qu'il s'entend bien avec tout le monde. Et il peut passer pour quelqu'un qui joue à un double jeu, à un triple jeu même, ou enfin bref, à quelqu'un d'hypocrite, quoi. J'ai parlé juste avant du 2 et de la manipulation. Eh bien, le 3 est l'autre énéatype le plus attiré par la manipulation. Et cette fois-ci de manière plus consciente que le 2, et donc plus apte à utiliser des techniques d'influence directe, comme l'amorçage ou le pied dans la porte, par exemple. C'est pour ça que le terme hypocrite marcherait assez bien, mais finalement le terme de précipitation, il décrit un mal plus profond, je pense. C'est pas juste un mauvais chemin, c'est carrément une mauvaise destination, le fait de se détourner de la victoire finale. Maintenant, sur le plan social, un gros problème, si le 3 est piloté par son ego, ce sera son désir d'être dans la lumière. J'ai appelé ça l'autoglorification. C'est doublement problématique, ça dégrade son image. À trop vouloir plaire, on déplaît, on énerve, et encore plus si à chaque fois qu'on se la raconte, on franchit la limite du mensonge, ce qui sera le cas d'un 3 très désintégré. Et braquer les projecteurs sur soi, c'est aussi devenir une cible, puisqu'on étale le fait qu'on est trop fort, qu'on est un gagnant. Alors pour le problème social, on a un bel exemple avec Tony, qui se lançait des fleurs en permanence. Moi, je te montre comment on fait, moi je fais ça, moi j'ai pêché tant de poissons, etc. Et pour le problème stratégique, on peut prendre Sandro, saison 17. Son coup de bluff sur l'épreuve de confort de la dégustation lui permet d'obtenir un succès, sauf que c'est un succès anodin, qui est même le point de départ de son élimination. On a le 4 après, qui a pour compulsion l'évitement de la banalité, un style de jeu original, imprévisible, voire intrépide s'il y a une volonté d'action. Donc socialement, trop d'envie et de mélancolie, ça va créer comme défaut de l'abattement. Ce qui peut énerver les autres, c'est cette victimisation à laquelle le 4 va tendre. Il va se plaindre généralement de l'éloignement familial, de la dureté des conditions de survie ou de son sentiment de ne pas être respecté. Voilà pour le côté social. À côté de ça, j'ai appelé son alerte stratégique la volatilité. Se différencier à tout prix passe par des actes marquants et une tentation de changer d'alliance ou tout du moins de s'émanciper en faisant des trahisons. Donc le 4 est volatile, il fuit la banalité et se démarque par son imprévisibilité. C'est gênant pour Koh Lanta car c'est une réaction aux antipodes de ce qui théoriquement il faudrait faire, chercher à pérenniser une alliance et rester dedans, ne serait-ce que par du jury management. En exemple, on va prendre Candice des armes secrètes pour le point faible social. Trop sensible, trop de sentiments de rejet. C'est ça qui pousse le 4 à se placer dans la peau de la victime. Et quand c'est pas légitime, car piloté par l'ego, au lieu de tendre la main pour aider cette personne, on a plutôt envie de l'éliminer, quoi. C'est ce qu'a subi Candice dans les armes secrètes. Pour le point faible stratégique, on va parler de la même saison de Vincent. J'aurais pu prendre Lucie, encore de la même saison. Ils ont tous les deux décidé de quitter leur équipe à un moment donné. On passe à l'énéatype 5 qui aura un style de jeu indépendant. Ses alertes sociales et stratégiques seront l'isolement et la complexité. Isolement car trop avare de lui-même et détaché, ça va donner un candidat qui s'investit peu socialement, tout simplement. Il ne partagera pas son temps avec les autres, il voudra se protéger du monde et des autres. C'est embêtant pour Koh Lanta puisqu'il va rencontrer des difficultés à s'insérer dans des alliances. Il voudra avancer dans le jeu, mais sans réellement créer d'attache avec ses alliés qui pourraient le perturber émotionnellement. Le problème, c'est qu'une alliance fonctionne bien quand c'est l'amitié qui unit ses membres, et en se focalisant sur l'apport stratégique uniquement d'une alliance, le 5 la précarise, et notamment précarise sa propre place surtout dans l'alliance. Et complexité car son ego lui fait croire que la solution réside dans
plus de précision, hein, la désintégration va amener le 5 à être encore plus précis dans l'élaboration de ses stratégies et peut subir le même souci que le 1, à savoir un manque de simplicité qui lui fait plonger dans le paradoxe de Koh Lanta et son retour de bâton, c'est-à-dire le fait de devenir une cible qui fait consensus, et également un retour de bâton en termes d'image dégradée. On manque un peu d'exemples pour les 5. Un qui pourrait le mieux représenter l'isolement, c'est Pascal de la saison 9. C'était pas un isolement trop alarmant pour lui en l'occurrence, mais comme j'ai dit, on manque un peu d'exemples. Pareil du coup pour la complexité, j'ai pas vraiment d'exemple. On va passer au 6. Le 6, il aura un style de jeu qui tourne autour de l'anticipation plutôt négative et de tout ce qui va être problématique et menaçant. Et donc de fait, conformiste, il va être conformiste envers son groupe ou ses groupes qui vont assurer sa sécurité. Donc déjà socialement, la zone de vigilance, ce sera l'infériorisation. Effectivement, quand on mixte la peur, le doute de soi avec l'aspect social, on voit que le principal reproche qu'on peut être amené à faire à des 6 dans ce domaine, c'est un manque de confiance en soi trop prononcé, un sentiment d'être inférieur à ce dont le 6 est réellement capable, ainsi qu'un pessimisme qui peut finir par agacer socialement. Du côté stratégique, le 6 a pour solution d'être prévoyant, d'être suspicieux, sauf qu'ici aussi, l'emballement de l'ego va ternir l'efficacité de cette solution. Son point de vigilance a été facile à trouver, hein, c'est la paranoïa. C'est embêtant dans le jeu car ça pousse à la jouer stratège. Donc rien que ça, c'est mauvais signe dans le Koh Lanta français. Et puis ça peut créer des malentendus, ça peut pousser à jouer d'écolier alors qu'on n'est pas en danger. Enfin voilà, ça donne le sentiment perpétuel d'être sur la sellette. Si on part sur des exemples, je pense que Yesta, elle montrait bien ce côté manque de confiance en ses capacités. Je me souviens d'une scène avec Yannick où elle coupe de la coco, mais elle dit qu'elle n'y arrive pas, elle demande de l'aide. Et c'est énervant parce que, en fait, c'est pas si dur que ça, hein, ce qu'elle est en train de faire, mais elle y mettait pas de la bonne volonté. Un mélange de moi je sais pas faire, moi je veux pas faire ça, moi je suis pas faite pour faire ça. Et du côté de la paranoïa, on peut citer Patrick, le stratège de la saison 9. Dans ses multiples aventures, il pensait à tout, comme disait Isabelle. En l'occurrence, ça ne lui a pas porté préjudice, hein, mais en tout cas, ça illustre bien le risque d'une désintégration trop forte pour un Ennéa type 6. Le 7. Le 7, il va avoir un style de jeu que j'ai qualifié de divertissant. Motivé par l'évitement de la souffrance, il profitera du jeu pour se divertir, pour s'amuser. Au niveau social, le principal défaut qui peut apparaître en cas de désintégration, ce serait ce que j'ai appelé l'immaturité. En fait, il serait un peu comme un enfant qui chercherait à jouer, à plaisanter, et qui ne paraîtrait pas responsable. Donc un peu saoulant à force, ce serait un candidat qu'il faudrait rappeler à l'ordre, qu'il faudrait surveiller et tempérer. Au niveau stratégique, le même défaut, ça donnera lieu à de l'éparpillement. J'ai beaucoup hésité avec le terme d'overplay, qui aurait très bien convenu aussi, mais j'ai préféré le terme d'éparpillement, car c'est un terme qui peut s'entendre de deux manières. Un éparpillement horizontal, on va dire, où le 7 va aimer cette position d'électron libre à cause de la fixation d'échappatoire, et aussi un éparpillement plus vertical, c'est-à-dire plus profond, ce qui peut représenter ici l'idée qu'on en fait trop de stratégie, on s'éparpille, hein, on s'égare de l'essence du jeu qui est le social, en cherchant trop la stratégie. Donc l'éparpillement peut aussi représenter l'idée de l'overplay de manière imagée. En exemple, il n'y a pas trop eu de 7 mauvais socialement, donc j'ai pris l'exemple de Laurent de Ranger en pâte pour comprendre l'idée. Peut-être que son comportement sur le camp, son côté je me déshabille, je fais le pitre, si jamais c'est excessif, ça deviendra plus ridicule que drôle, et donc naturellement le social en pâtira, hein, puisque les autres se diront
non mais regardez-le, celui-là, il n'est pas sérieux, allez, on l'élimine. Pour la stratégie, pensez à Kumba, tout simplement dans la saison La Légende récemment. Elle veut faire une alliance que avec des filles, comme si c'était pas suffisamment dur de gagner koh. Elle se met des bâtons dans les roues toute seule, elle veut satisfaire un caprice un peu enfantin qui lui ferait plaisir. Elle veut que des femmes en finale. Donc voilà, elle s'éparpille. En plus, derrière, elle s'échappe, elle s'en fout de l'alliance, elle rejoint Claude. Encore une fois, elle s'éparpille et elle est jugée négativement par les autres, elle n'assume pas. Bref, tous les défauts de l'énéatype 7 sont visibles dans la saison La Légende de Kumba, puisque son niveau de désintégration était assez fort. Kumba avait beaucoup d'ego dans cette saison. Après, on passe à l'énéatype 8. J'ai choisi le terme combatif pour décrire sa façon de jouer, son style de jeu. Avec comme point de vigilance sociale l'envahissement, le 8 peut en faire trop dans les relations, il sera trop présent. C'est gênant car prendre de la place, c'est devenir une cible facile pour les alliances adverses. Et le défaut stratégique, ce sera la vindicativité. Alors, Word me dit que ça n'existe pas, il me le souligne en rouge, mais j'ai cherché sur Google, Google me dit que ça existe. Donc, on va dire que ça existe. Et voilà, donc c'est le fait d'être vindicatif, de vouloir se venger. Ça a un impact négatif sur le jeu car ça tourne vers le passé. Le 8 préférera se venger que construire une victoire dans son futur, qu'augmenter ses chances de gagner. On va se prendre Claude pour illustrer les deux. Socialement, on se souvient de sa prestation sociale dans la saison 10, très présent, trop présent sûrement. Ce qui l'a fortement pénalisé au moment d'attirer les votes pour lui en finale. Et stratégiquement, on peut prendre le dernier conseil de l'île des héros où il préfère éliminer Régis que tenter quelque chose contre Nawel, peut-être la seule qui pouvait l'empêcher encore de gagner la saison. Un choix théoriquement mauvais et piloté par son ego. On va terminer avec le 9, qui a un style de jeu que j'ai qualifié de discret et fusionnel. Trop d'ego va inciter le 9 à s'effacer pour éviter les conflits, d'où une problématique sociale autour de l'effacement. C'est pénalisant car ça positionne le candidat au bottom des alliances, en bas des alliances. Un peu le problème inverse du 8 en fait. Cela dit, être au bottom d'une alliance signifie quand même qu'on est dans une alliance, ce qui du coup est légèrement différent du type 5, souvenez-vous, dont le point de vigilance semblait assez proche et s'appelait l'isolement. Mais le 9 a l'avantage d'être fusionnel, ce qui ne l'éloigne pas des autres. La grande différence entre le 5 et le 9, c'est que le 5 se protège du monde et des autres, alors que le 9 fusionne avec le monde et les autres. Donc dans les deux cas, il y a une absence, ça crée une absence. Mais pour le 5, c'est un placement en dehors du monde, un isolement, un renfermement, on pourrait dire. Et chez le 9, c'est un placement à l'intérieur du monde, juste histoire d'être avec d'autres gens qui nous guident, sinon on n'arrive pas à mener sa barque tout seul. Mais on ne prend pas de place, on est discret, et on est encore plus discret si le 9 est introverti, ce qui peut les faire ressembler du coup à des 5. Les 9 introvertis auront besoin de s'isoler aussi pour se ressourcer. En revanche, au moment d'être en contact avec les autres, il y aura ce côté sympa qui ressort, tandis que pour un 5, on ne va pas lui accoler cette caractéristique d'être sympa, puisqu'il ne cherche pas spécialement à éviter les conflits. Voilà pour la zone de vigilance sociale, et stratégiquement, trop d'ego se matérialisera par de la résignation. Le 9 n'essayera pas de s'en sortir, de mettre en place des stratégies. Il peut être paresseux à y réfléchir dans les pires cas, et même s'il pense savoir quoi faire, il n'agira pas, il s'oubliera, se laissera vivre, se laissera porter par l'aventure dans une attitude passive, sans tenter quoi que ce soit, par fatalisme et résignation. Allez, en exemple, on part sur Flavio pour le côté social. Il était mal barré à la fin de sa saison, même si on ne saura jamais puisqu'il s'est fait éliminer à une épreuve éliminatoire. On a un peu la même chose pour les 2 éliminations d'Hugo dans la légende, mais en plus compliqué car c'est vrai que c'était mélangé à d'autres critères comme les alliances pré-game pour sa première élimination
et le fait d'avoir un profil de gagnant beaucoup trop prononcé pour sa deuxième élimination. Alors justement, Hugo, on va quand même en parler pour illustrer la résignation. Moi, j'ai trouvé que son élimination au 3e jour de la saison La Légende, ça montrait sa passivité. On a quand même Claude qui vient le voir, qui lui dit qu'il est en danger. Grosso modo, Hugo, il sait qu'il va être éliminé, en tout cas qu'il est grandement en danger, mais ça génère aucune action de sa part. Il est dans l'acceptation de ce qui va lui arriver, comme si c'était fatal. Il n'essaye pas de changer son destin. C'est pour ça que souvent, les neufs ne sont pas stratégiques. C'est une démarche conflictuelle d'essayer de se sauver. Donc, le problème stratégique du neuf, c'est de ne pas être assez stratégique en fait. C'est de tomber du côté de la résignation. Bien, on a fini. Alors, je vous remets le tableau en entier, ici. Avec une vue d'ensemble, on voit qu'il y a plusieurs défauts socialement et stratégiquement, et que donc chaque énéatype a une problématique différente. Parfois, c'est assez proche. On a vu l'exemple de l'isolement et de l'effacement du 5 et du 9. Il y a également l'infériorisation. Ça ressemble à la victimisation entre le 6 et le 4. Ça reste différent cependant. L'infériorisation, c'est lié à un manque de confiance en soi, en ses capacités. Mais à côté, il peut tout de même avoir une bonne estime de lui, de lui-même. Tandis que la victimisation, ça touche à l'estime de soi, à l'identité de la personne. Donc c'est un problème plus émotionnel. Après, les problèmes stratégiquement de précipitation pour le 3 et d'éparpillement pour le 7, c'est très proche également dans le constat. Dans les deux cas, ça pousse à faire de la stratégie au moment où il n'en faut pas. La différence, c'est la source. La précipitation, ça vient du centre émotionnel qui veut une identité, là où l'éparpillement, ça vient du centre mental qui veut s'amuser. Mais voilà, dans le constat, c'est très proche, c'est vrai. Et aussi, tout ce qui a été dit dans cette vidéo décrit les défauts liés à l'ego. À côté, tout le monde a d'autres défauts idiosyncrasiques, c'est-à-dire propres à chaque individu, ce qui pour le coup n'est pas généralisable, en tout cas pas généralisable par le modèle de l'énéagramme qui décrit les motivations. Ce qui signifie qu'on peut cumuler plusieurs problématiques, plusieurs défauts évidemment. Quand c'est purement comportemental, on peut corriger quand même le défaut plus ou moins facilement, il suffit de le repérer. Alors que si c'est le défaut de votre énéatype qui est écrit dans le tableau, c'est un mal plus profond puisque c'est ancré dans la structure de votre personnalité, de votre ego. Et là, c'est plus compliqué à corriger, ça nécessite un lâcher-prise vis-à-vis de l'ego. Bien, voilà pour cette vidéo. Si jamais vous ne l'aviez pas vue, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les types de stratèges dans Koh Lanta, qui décrit en détail la façon dont chaque énéatype met en place ses stratégies par rapport à leur vision du jeu, à leur style de jeu. C'est une vidéo qui est complémentaire de celle-ci. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Maatane!